Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Primitivement empirique et confiné aux professions en contact avec les animaux comme les pasteurs, les bergers et les métayers, les soins aux animaux concernent d'abord le bétail et restent longtemps rudimentaires jusqu'à la domestication du cheval. Le prestige de cet animal et l'importance de ses fonctions civiles et militaires permettent le développement de l'hippologie et de l'hippiatrie. La première école vétérinaire au monde fut créée à Lyon en 1761 par un écuyer, Claude Bourgelat. La création de l'école vétérinaire de Lyon allait marquer une étape fondamentale, la prise en considération des animaux de rente et l'établissement d'un métier fondé sur une démarche scientifique appliquée à toutes les espèces. En Europe, la création de cet enseignement vétérinaire constitue l'acte de naissance de la profession. Il essaime rapidement à partir de la France et prouve lentement son utilité dans une Europe dont les conflits incessants consomment quantité de chevaux et favorisent le développement des épizooties. Très tôt séparée de la médecine humaine, la médecine vétérinaire a développé une recherche active et parfois en avance sur celle-ci. Depuis le milieu du XXe siècle, elle bénéficie des avancées réalisées en médecine humaine et permet de proposer aux propriétaires d'animaux de rente et d'animaux de compagnie des techniques comparables à celles qui sont mises au service des patients humains. Nous sommes très heureux d'accueillir dans cet épisode le docteur Bertrand Michoud, qui est ophtalmo-vétérinaire. Docteur Michoud travaille à la clinique vétérinaire Animavet à Saint-Gény-Pouilly, dans l'Ain. Bonjour Bertrand. Bonsoir. Déjà, je suis enchanté en fait. Merci de m'accueillir en fait dans votre podcast Ophthalmo. C'est un grand plaisir et un honneur de représenter l'ophtalmologie vétérinaire auprès des confrères ophtalmologues humains. Alors, une question que je me pose, c'est comment est-ce que vous réalisez votre cursus d'ophtalmologie vétérinaire ? Alors, à savoir, avant d'être ophtalmologue vétérinaire, on est vétérinaire. Donc, une fois qu'on a passé le bac, on rentre dans une classe préparatoire, le plus souvent pour la plupart. Maintenant, il y a des filières annexes. On fait 5 ans d'école vétérinaire. Une fois qu'on a le diplôme de vétérinaire généraliste, on peut décider d'exercer après la thèse d'exercice, ou sinon, de poursuivre le cursus de deux manières, en fait. Soit en réalisant un internat, puis un résidanat en ophtalmologie. On a ce qu'on appelle en médecine vétérinaire des collèges européens, ou collèges internationaux, comme le collège américain, par exemple, d'ophtalmologie, qui, au bout de 3 ans, en fait, vont vous donner un diplôme diplôme de spécialiste. Ça, c'est la voie qui, désormais, est la plus classique. Lorsque moi, je suis sorti d'école, il y avait une vétérinaire en France qui était diplômée de ce collège européen, qui exerçait à la Maison Alfort, à l'école vétérinaire de Maison Alfort. Aujourd'hui, en France, des diplômés du collège européen, il y en a plus d'une dizaine, entre 10 et 15 qui sont présents, qui exercent. Et ils ont vraiment, en fait, c'est vraiment comme le système en médecine humaine. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Moi, j'ai pas eu cette chance. Je suis parti sur une filière commune. Je suis parti travailler. J'ai d'abord exercé auprès de grands animaux, grâce à mon père qui m'a motivé, et un autre vétérinaire qui, malheureusement, n'est plus de ce monde, m'ont donné vraiment cet intérêt pour l'ophtalmologie. Et j'ai décidé de me former vraiment de manière parallèle, à savoir les seuls diplômes dont on dispose en médecine vétérinaire aujourd'hui en complémentaire, une fois qu'on est vétérinaire généraliste. Il y a 2 diplômes, le certificat d'études supérieures vétérinaires et le diplôme d'ophtalmologie. Donc les deux sont présentés dans 2 écoles, l'école de Toulouse pour le premier et l'école de Maison Alfort pour le deuxième. Ce sont des cycles courts, c'est 4 semaines de formation, des formations pratiques qui vont durer à peu près donc tout le long du cursus, et une évaluation qui va permettre d'avoir un diplôme, non pas de spécialiste, mais d'avoir ce bagage supplémentaire. Après, il appartient à chaque praticien de se former de manière complémentaire auprès de confrères, ou comme moi j'ai fait, en faisant des diplômes universitaires et des formations. Donc j'ai eu l'occasion de faire 3 diplômes universitaires en médecine humaine, et à nombreuses reprises des écoles, donc suivre l'école de chirurgie du fer à moulin, en l'occurrence à l'époque, pour me former à la chirurgie endoculaire. Et on a beaucoup d'expériences qui sont des expériences pratiques, qui sont des partages de connaissances. Donc j'ai passé beaucoup de temps en fait dans des universités nord-américaines, chez des confrères spécialistes qui m'ont formé au fur et à mesure, tant à travailler dans cette discipline qu'est l'ophtalmologie vétérinaire, et qui aujourd'hui occupe toutes mes journées depuis 10 ans. Donc je suis praticien exclusif en ophtalmologie, mais j'ai pas le droit de dire que je suis spécialiste pour l'instant. Mais à terme, je souhaite passer un diplôme d'équivalence, qui est un diplôme de validation des acquis d'expérience qui permet d'obtenir ce titre de spécialiste. Combien y a-t-il d'ophtalmo-vétérinaires en France et quels sont les animaux que vous traitez ? En France, on compte 17 millions de chiens et de chats médicalisés, sans compter en fait d'autres animaux comme les nouveaux animaux de compagnie, donc les animaux de petit format, les lapins, les furets, etc. Mais aussi toute une variété d'animaux qui sont essentiellement herbivores, donc les vaches, les chevaux et d'autres espèces sauvages.
Au niveau français, on a 20 000 vétérinaires généralistes, ou 20 000 vétérinaires qui exercent en France. C'est à peu près 10 fois moins que ce qu'on compte de médecins en France. Et l'ophtalmologie, c'est un domaine ultra spécifique qu'on choisit d'exercer à peu près une centaine d'ophtalmos en France. Et sur cette centaine d'ophtalmos, à peu près la moitié vont réaliser des chirurgies plus poussées, comme les chirurgies de cataracte, des chirurgies poussées sur les greffes de cornée et choses comme ça. À savoir que suivant les espèces que l'on va soigner, on va se spécialiser dans ces sous-domaines. 95% des vétérinaires ophtalmos en France soignent exclusivement les chiens, les chats, donc les animaux de ville essentiellement. Et 5% des vétérinaires ophtalmos ont une activité aussi équine, le plus souvent. Donc ils vont aller voir des chevaux lors de concours ou suite à des blessures, etc. Et bien souvent, en fait, c'est vraiment une discipline très particulière. Au niveau français, il y a à peu près 4 à 5 vétérinaires ophtalmos qui ne font quasiment que ça. Donc c'est vraiment une discipline à part dans l'ophtalmologie. Et j'imagine que les animaux que vous êtes amenés à traiter sont des animaux adressés par d'autres vétérinaires? Alors bien souvent, effectivement, c'est une question très pertinente. On a un système comme en humaine avec des médecins, en fait des vétérinaires généralistes qui sont en première ligne, qui vont détecter les pathologies de base, les conjonctivites, les ulcères cornéens superficiels, les choses qui peuvent être à même de traiter avec les galéniques dont on dispose en médecine vétérinaire. Et bien souvent, lorsqu'ils vont soit avoir des pathologies qu'ils ne connaissent pas, ou des pathologies qu'ils n'arrivent pas à identifier par défaut de matériel, d'instruments ou de connaissances, ils vont adresser justement ces cas aux vétérinaires souvent le plus proche de chez eux, afin que le propriétaire puisse bénéficier du meilleur avis technique. Alors, à la différence de la médecine humaine, on rencontre parfois des impasses, puisque certains propriétaires refusent des fois de faire 1 heure de route pour aller consulter un vétérinaire ophtalmo. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre de temps en temps, mais c'est une pratique qui est de moins en moins fréquente, puisqu'on a des propriétaires qui sont de plus en plus attachés à leurs animaux et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour eux, quel qu'en soit le coût, puisqu'il faut en parler. On n'a pas de sécurité sociale, nous, chez nous. Donc souvent, les gens sont obligés d'assumer en fait les frais générés par les troubles oculaires et autres troubles. Bien sûr, il y a pas que des ophtalmos. Vous avez des orthopédistes, vous avez des oncologues, vous avez des dermatologues. Dans toutes les directions, vous avez des spécificités et spécialités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les différences anatomiques entre l'œil humain et celui des animaux? À la différence de l'œil humain, dans le règne animal, il y a une grande variété de formats, de dispositions et d'aspects d'œil. Puisqu'en fait, on va aller d'un œil de moustique qui fait quelques microns jusqu'à l'œil du calmar géant qui peut atteindre la taille d'un ballon de basket. La particularité dans le règne animal, c'est qu'il y a une adaptation en fait au milieu dans lequel va vivre l'animal, et du coup ça a conduit à des variations anatomiques et morphologiques des yeux au cours du développement des espèces. Globalement, la structure est la même entre un œil humain et un œil animal. On va retrouver les différentes structures de cornée, chambre antérieure, iris, cristallin, vitré, rétine. L'innervation et la musculature sont relativement proches, mais il existe quelques variations qui vont être essentiellement sur la forme. L'œil animal est beaucoup moins rond que l'œil humain, il est beaucoup plus écrasé, avec aussi des particularités par rapport à la présence d'une membrane nictitante, qui est l'équivalent d'une 3e paupière, avec une glande qui est au sein de cette membrane qui va produire près d'un tiers des larmes sur la plupart des espèces qu'on va être amené à soigner. D'autre part, le cristallin, lui, va être plus gros que chez l'homme. Il va être moins élastique, car les animaux ont peu d'intérêt à faire de l'accommodation, puisque la vision de près les intéresse relativement peu dans leur déplacement. C'est surtout une vision à distance. La rétine, elle va être propre à chaque espèce. Vous avez des espèces, en fait, qui vont essentiellement présenter ce qu'on appelle un tapis rétinien. C'est un tissu qui va se trouver sous l'épithélium pigmentaire rétinien, qui va faire cette réflexion que vous voyez quand vous croisez, par exemple, un animal sauvage dans les phares de votre voiture, qui va générer en fait un reflet jaunâtre en fait dans son fond d'œil. Ce rôle, en fait, c'est vraiment un rôle d'amplificateur de lumière, puisqu'à la différence de l'œil humain, les espèces domestiques qu'on soigne et les espèces sauvages qu'on peut croiser ont vraiment en fait une capacité visuelle nocturne beaucoup plus adaptée à celle de l'humain. Dernier point, c'est que chez l'animal, on ne note pas de présence de macula ou de fovea. Chez l'animal, on va parler d'area centralis. C'est un peu plus à l'examen de la rétine, on va vraiment pas visualiser ces éléments. C'est plus un espace virtuel qui est délimité par l'absence de vascularisation au niveau, souvent en fait supérotemporal, au nerf optique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Quel est le rôle de la membrane nictitante chez les animaux? Alors, pourquoi est-ce que nous, on n'a plus de membrane nictitante et que les animaux en ont encore? C'est que ça joue un rôle important dans la protection de l'œil.
En fait, cette membrane niquitante, non seulement elle va protéger l'œil en cas d'agression, les animaux par rapport à nous ont un muscle qui est le muscle rétracteur de l'œil, du bulbe, qui va être sous innervation orthosympathique, donc en cas de stress, panique ou quoi que ce soit, l'œil recule dans son orbite, et la membrane niquitante est déployée pour protéger de traumatismes, de griffures et choses et d'autres. Elle a aussi une glande qui sécrète une partie de la phase aqueuse du film lacrymal précornéen chez l'animal, donc elle participe aussi à l'humidification, et c'est aussi un siège de défense immunitaire assez important. Mais aussi, dans des espèces comme les oiseaux, c'est je dirais la nature fait vraiment bien les choses. Ces membranes qui sont opaques, puisque souvent c'est formé avec des muqueuses conjonctivales chez les carnivores par exemple, elle va être transparente. Donc si vous regardez une chouette, un hibou, elles vont se disposer de manière un peu différente de ce qu'on a chez nos carnivores à nous, et elles sont transparentes pour un seul rôle, c'est éviter la dessiccation lors du vol. Et ça leur permet, c'est une sorte vraiment de lunettes de vol. Donc vraiment toujours un rôle de protection, mais protection cette fois contre l'assèchement en fait au contact avec l'air. Et on a aussi, donc chez des espèces comme les reptiles, ce qu'on appelle des lunettes, ce qu'on des précornés. En gros, c'est un hublot supplémentaire en fait qui va se positionner en avant en fait de la cornée. Et qui particularité lors des mues chez les reptiles vont avoir des soucis en fait puisqu'ils perdent cette lunette précornéenne à ce moment-là et ça peut poser des soucis de rétention de mues et ça peut entraîner des troubles oculaires, ils peuvent perdre leurs yeux à ces moments-là. Donc vraiment un rôle de protection et d'humidification essentiellement de cette troisième paupière. Est-ce que vous arrivez à estimer l'acuité visuelle des animaux ? Concernant l'acuité visuelle des animaux, c'est vraiment quelque chose de difficile à préciser. On s'imagine mal en fait de demander à un chien de dire qu'est-ce qu'il voit à 6 mètres quand il va regarder une échelle de mots noyés ou choses comme ça. Néanmoins, certaines études ont permis de définir la fraction de Stedden de nos animaux. Vous aurez une vision de 10 sur 10 quand vous êtes un humain, ça c'est ce qu'on connaît tous. Le cheval, lui, est l'animal le plus proche, l'animal domestiqué le plus proche de nous, puisqu'en fait il arrive à avoir une vision à 6 dixièmes, ce qui est bien, mais je vous imagine avoir une vision à 6 dixièmes et vous orienter dans le milieu extérieur. On baisse à 3 dixièmes chez le chien et 1 dixième chez le chat, ce qui est quasiment à la limite de cécité légale chez l'homme. Donc vous avez vraiment en fait le sens de la vision est complètement différent en fait chez l'animal. Et à l'inverse, vous avez des espèces qui ont développé des particularités anatomiques au niveau du fond d'œil, comme chez les rapaces, qui vont développer une sorte de double fovea avec un pectène et une fovea classique, qui vont avoir c'est pas de l'accommodation, mais en gros ces deux systèmes vont se compléter. Le premier système va permettre d'avoir une vision à distance. Et l'autre va permettre d'avoir une sorte de vision de près. Et en fait, ce qu'on imagine, parce que ce sont que des supputations, c'est que l'oiseau de proie, lorsqu'il va être en survol de ses proies, il va être à 100 mètres d'altitude, il aura une vision globale, mais aussi la possibilité de zoomer de manière très très forte, puisqu'on arrive à des visions qui peuvent atteindre 40 dixièmes chez certains faucons, donc ce qui est assez exceptionnel. Donc c'est un peu comme une vision en vert progressif, on pourrait comparer ça. Donc globalement, on a dit, donc c'est vraiment l'animal a une moins bonne vision des détails, par contre, une très forte sensibilité au mouvement. Ce qui est forcément beaucoup plus utile pour son mode de vie, parce que comme je disais tout à l'heure, l'aptitude à lire, c'est beaucoup moins utile que de distinguer un gibier ou un prédateur à distance. Cette particularité, justement, de vision des détails, elle est permise par une bien plus haute fréquence, en fait, de perception de la lumière par l'œil animal. On sait que l'œil humain, il perçoit comme continue toute lumière qui va clignoter à plus de 55 Hz. Ça, on le sait. Chez l'animal, chez le chien en l'occurrence, ça a été mesuré jusqu'à 75 Hz. Donc sa vision, notamment donc du mouvement, elle est bien meilleure que la nôtre. Ça veut aussi dire que le chien, au lieu de voir une image fixe quand il regarde votre télé, qui a un rafraîchissement de 60 Hz, bah lui il va avoir des saccades d'images en fait qui vont s'enchaîner. C'est ce que je dis souvent à mes propriétaires, donc c'est pas pour rien que les animaux ne regardent pas spécialement la télé. Et récemment, avec l'avènement de télévision de dernière génération à 100 Hz, on voit que les animaux sont plus intéressés par l'image. C'est assez marrant. La vision nocturne. Pourquoi est-ce qu'ils ont une meilleure vision nocturne ? Globalement, on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est simplement expliqué par des différences anatomiques, parce qu'ils ont la présence de plus de photorécepteurs de type de bâtonnets que chez nous. Un chat, par exemple, présente à peu près une concentration rétinienne de 200 millions de bâtonnets, contre 120 à peu près en général chez l'humain. Et le tapis rétinien, qui est ce système réfléchissant, qui va vraiment amplifier la lumière. En gros, il y a une sorte de double passage de la lumière qui va stimuler les photorécepteurs et qui vont être restimulés dans un deuxième temps. Par contre, effectivement, comme nous, quand on est dans le noir absolu, l'animal n'est pas capable de voir. Et une autre différence intéressante qui fait souvent réfléchir, c'est que les animaux n'ont pas de cône L. Ils n'ont que 2 cônes. À part
À part les singes et tous les primates comme l'homme, donc dans le règne animal, il y a vraiment toutes les autres espèces n'ont que 2 formes de cônes. Et donc la vision des couleurs, elle va être complètement différente puisqu'ils ne vont pas percevoir le rouge à cause de ce déficit, on peut dire. Et la vision des couleurs sera vraiment beaucoup plus pastel que chez nous. Donc un animal verra vraiment son environnement sur des tons bleus, jaunes, beaucoup plus clairs. Et c'est souvent, d'ailleurs, c'est ce que je dis, parce que les propriétaires me disent, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que le taureau va foncer sur la cape du torero? Et c'est là que je casse le mythe, et que je dis que c'est juste pour marquer les traces de sang qu'il pourrait y avoir sur la cape du torero. Il voit pas du tout, en fait, le rouge, donc ça ne l'attire pas particulièrement, donc voilà. Bertrand, est-ce que les animaux présentent des troubles réfractifs? Alors c'est une très bonne question. J'ai affiché dans ma salle de consultation une sorte d'échelle de Monnoyer avec des os, des chats, des formes différentes de différentes tailles. Et régulièrement, les propriétaires m'interrogent en me disant, mais comment est-ce que vous faites pour interpréter? Comment est-ce qu'ils peuvent vous dire ça, effectivement? Et en vétérinaire, bien sûr, tout l'examen, nous, c'est pas un examen participatif. On peut pas demander, nous, à notre patient, qu'est-ce que vous voyez, évaluer les champs visuels, ces choses-là. Donc malheureusement, l'évaluation de ces troubles réfractifs va être assez limitée. Différentes études vont estimer qu'à peu près 60 à 70% des patients, des carnivores domestiques sont hémétropes, et les 30% restants vont se répartir dans des amétropies qui vont être faibles de moins de 1,5 dioptrie, avec une surreprésentation des patients myopes. Donc on est plutôt dans le négatif. La myopie, elle, par contre, on a une myopie progressive qui est liée à l'âge, liée à la sclérose du cristallin. On l'estime jusqu'à 3 dioptries pour les animaux les plus âgés. Mais c'est vraiment quelque chose qui est assez récent dans la description. Alors pour revenir à la question initiale, c'est comment évaluer un trouble réfractif chez l'animal? Nous, ce qu'on utilise, c'est la rétinoscopie. Je ne sais pas si vous avez fait ça, donc quand vous étiez étudiant en ophtalmologie. Le principe, c'est de faire scintiller une lumière de gauche à droite et de positionner des lentilles à pouvoir réfractif différents et de regarder à quel moment, en fait, votre foyer de lumière va aller de gauche à droite, puis va s'inverser. Et c'est à ce moment-là qu'on aura le pouvoir réfractif de l'œil. Alors vous, maintenant, vous utilisez les autoréfractomètres. Malheureusement, pour faire comprendre à un chien ou un chat d'aller se mettre dans la machine, c'est plus compliqué. Mais il existe des systèmes portatifs qui peuvent évaluer cela. Après, la principale limitation à l'utilisation en médecine vétérinaire, c'est l'absence, ou du moins, ça se développe, mais c'est la complexité de compenser justement ces défauts réfractifs. Vous imaginez que le chat du voisin aura du mal de garder ses lunettes toute la journée sur les yeux, et encore moins de positionner des lentilles et les changer quand il va se coucher le soir. Donc c'est plus un problème pratique. Néanmoins, on a une solution qui a été exposée la semaine dernière au congrès des ophtalmologues américains, donc la CVO, où j'étais à Boston, une étude qui portait justement sur l'utilisation de lentilles, de dispositifs d'implants intraoculaires qui, après chirurgie cataracte, permettaient de compenser ça. Donc du coup, l'intérêt d'avoir une meilleure vision pour l'animal, parce qu'effectivement, si on a un patient qui est myope de moins de dioptrie et qu'on va le surcorriger, malheureusement, ça va être délicat pour lui. Si on lui impose en fait un implant d'émétrope, il gardera une vision qui sera pas extraordinaire. Mais c'est avant tout des problèmes de budget, de développement auprès des fabricants d'implants, puisque ça concerne vraiment une minorité des patients actuels. Et c'est une problématique qui est assez peu représentée, mais qui peut représenter pour moi un intérêt dans le développement de la chirurgie endoculaire chez nos patients. Quelles sont les principales différences entre la vision d'un homme et celle d'un animal? Je crois savoir notamment que les animaux n'accommodent pas ou très peu. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est la pierre angulaire de l'animal. Finalement, l'animal voit ce dont il a besoin de voir. Très clairement, lire le journal, il va pas en faire grand-chose. Par contre, un bovin qui va voir un prédateur approcher à 100 mètres, il sera très intéressant d'avoir une perception fine du mouvement à une distance importante. Donc vraiment, effectivement, l'accommodation, c'est le cadet des soucis de nos animaux. La réfraction, on pourra peut-être en reparler un peu plus tout à l'heure. La réfraction également, en fait, le darwinisme a plutôt bien sélectionné les animaux, effectivement. Je pense que si on avait laissé l'homme se développer naturellement, il y aurait beaucoup moins de myopes ce qu'on a aujourd'hui. Donc la prédation et ces phénomènes-là ont conduit en fait à avoir vraiment une très forte spécificité de la vision chez l'animal. Ce qu'il faut comprendre, et souvent les propriétaires ne le comprennent pas, c'est que l'animal, la vue, c'est pas forcément son meilleur sens. On sait que l'olfaction, on sait que l'ouïe, on sait que la perception des vibrations périphériques par les chats avec leurs moustaches sont des éléments qui sont bien plus efficaces pour la perception de l'environnement que la vision.
On peut aussi citer l'écolocalisation en fait chez certaines chauves-souris ou des cétacés qui vont utiliser carrément l'envoi d'ultrasons ou de sons pour réverbérer sur les milieux extérieurs, donc qui vont aussi permettre des orientations dans l'espace. Ce qui va changer aussi chez l'animal, vous l'aurez noté, c'est qu'un cheval, ça a les yeux sur le côté. Ça a un rôle, c'est qu'en fait, ils ont des champs visuels qui vont être extrêmement panoramiques. On a certains animaux, certains herbivores, donc souvent, c'est les herbivores qui vont avoir des visions les plus périphériques. Forcément, c'est important pour eux de pouvoir regarder ce qui se passe dans leur dos, parce que souvent, les prédateurs vont arriver par derrière. Donc, on peut avoir jusqu'à 330 à 360 degrés de champ visuel chez le mouton, le lapin et certains chevaux. Et de fait, le champ visuel binoculaire chez ces espèces sera beaucoup moins important. Mais il ne leur servira pas à grand-chose en fait dans la vie. À la différence de ça, chez les prédateurs, on va retrouver une vision binoculaire qui est bien meilleure, avec des champs visuels binoculaires bien plus étendus, puisque eux, leur vocation, c'est d'aller chercher la proie. Donc vraiment très simple. Donc tout ce qui est chien, chat, furet, vous avez vraiment une position antérieure des yeux, comme chez l'humain en fait, donc ce rôle de prédateur ou super prédateur. Comment réalisez-vous en pratique un examen ophtalmologique chez un animal et quel matériel utilisez-vous ? Alors chez nous, l'examen il débute dès la salle d'attente. Comme je vous disais tout à l'heure, l'appréciation visuelle du patient, elle est très subjective, pardon. Donc le fait de regarder l'animal se déplacer dans un milieu qui est inconnu, alors par contre on parle que des chiens, c'est rare que les chats se baladent tout seuls dans une clinique vétérinaire, ça permet d'apprécier sa capacité à se déplacer dans ce milieu qui va être inconnu, ou éventuellement on peut positionner le chat en liberté dans une salle de consultation pour déjà avoir une appréciation, savoir s'il distingue en fait les différents reliefs dans une salle de consultation, voire laisser l'animal divaguer en milieu extérieur comme avec les chevaux pour voir s'ils ont des troubles d'appréciation du milieu extérieur. Donc ça c'est vraiment l'évaluation de la vision, c'est un des premiers examens qu'on va faire, sans même prévenir le propriétaire, puisque souvent le propriétaire va pouvoir influencer son animal, par exemple le guider avec sa laisse, etc. Il n'est pas rare que je vois un animal qui va se cogner dans un fauteuil dans la salle d'attente de la clinique, et c'est un élément très important pour l'évaluation visuelle. Le deuxième point, c'est que chez nous, le recueil de l'anamnèse et des commémoratifs est vraiment hyper important. Nos patients ne parlent pas. Donc, difficile de jauger leur appréciation visuelle, les couleurs, des champs visuels, de ce qu'ils voient pas, etc., des troubles qu'ils vont avoir, des douleurs qui sont représentées dans leur œil. Et donc, de ce fait, c'est encore plus difficile de déceler une urgence qui va être une urgence souvent à distance, puisque les critères de douleur sont rarement connus des propriétaires. Chez nous, un critère de douleur, c'est la présence d'un blépharospasme, d'épiphoras marqués, un animal qui va se frotter l'œil, qui va se gratter l'œil. Ce sont vraiment des signes qui sont assez présents et c'est important pour les personnels soignants de savoir les déceler pour juger de la gravité ou non d'une consultation en ophtalmologie. On parlait du matériel. Alors les moyens d'examen, ça se rapproche, c'est très près de ce que vous faites en ophtalmologie pédiatrique, puisqu'en fait les patients sont pas capables de positionner leur tête dans une mentonnière. On a des limites aussi physiques. On va pas pouvoir déplacer une lampe à fente sur statif pour aller voir un cheval. Donc on est obligé d'utiliser vraiment des matériels qui sont mobiles, mais qui sont pas forcément de piètre qualité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'examen aussi, il va être plus ou moins facile, puisqu'en fait, en face de nous, on a des patients qui sont plus ou moins faciles, avec une compliance qui est variable. On peut avoir des phénomènes d'agressivité, de nervosité, voire de dangerosité d'animal. Il m'est arrivé de soigner certaines espèces sauvages qui peuvent ou qui doivent être tranquillisées ou sédatées. Mais il n'est pas rare de devoir sédater ou tranquilliser des animaux qui présentent des douleurs oculaires afin de pouvoir les examiner de plus près. Comme par exemple, donc c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas que les tigres dans les zoos qu'on va tranquilliser pour faire un examen complet. Certains chats peuvent se montrer agressifs. Et certains propriétaires aussi peuvent des fois être peu patients. La taille des patients aussi va changer chez nous, puisqu'en fait, on va soigner des petits animaux, des très petits animaux, donc des rongeurs, jusqu'à d'énormes animaux comme des chevaux ou des éléphants, comme certains confrères ont pu faire des chirurgies de cataracte sur les éléphants. Donc, c'est plus sur les moyens de contention que ça va être délicat, puisqu'en fait, il va falloir prendre une sécurité et puis surtout une accessibilité à l'animal. La gestion de la douleur aussi, qui doit être aussi une chose importante. Donc souvent, notre principale démarche lorsqu'on va examiner un œil, c'est éventuellement d'anesthésier localement l'œil pour en faciliter l'examen. Et puis dernier point, c'est pas toujours possible de déplacer tous les appareils. Je dispose d'un OCT à la clinique. Malheureusement, je peux pas aller faire une OCT de cornée ou de rétine de cheval, parce que d'une part, il rentre pas dans la clinique, il est un peu trop grand, et je imaginerais mal emmener l'appareil en fait avec moi en visite. Donc les choses qu'on ne peut pas faire, nous, ce sont tous ces examens participatifs ou qui vont nécessiter une fixation du patient comme les champs visuels, le RG multifocal. On n'a pas d'orthoptiste chez nous,
Mais comme je vous disais tout à l'heure, la rétinoscopie est possible pour apprécier d'éventuels troubles réfractifs. Donc l'essentiel des appareils d'examen, ça va être essentiellement, donc chez quasiment tous les vétérinaires ophtalmos, vont disposer de lampes à fente portatives, d'appareils de tonométrie digitale, le plus souvent à rebond. Donc c'est pas des jets d'air qu'on utilise chez nous, c'est vraiment de la tonométrie à rebond. Et des appareils de rétinographie qui peuvent être mydriatiques ou non mydriatiques. J'ai la chance de disposer d'un appareil mobile qui est de grande qualité. Après, on n'a pas des pleins champs au niveau d'exploration rétinienne. On a encore des champs qui sont restreints à 80 degrés, ce qui permet quand même de faire de très jolis examens. Et puis bien sûr, on fait tous les examens classiques, évaluation. Donc nous, la vision, elle va être évaluée par la réponse du clignement à la menace, déplacé visuel, la vision d'un déplacement d'une boule de coton, l'animal qui va suivre la position d'une boule de coton, et aussi évaluation des réflexes pupillaires photomoteurs. On va utiliser des colorants, on va utiliser le test de Schirmer classique, donc Schirmer 1, Schirmer 2. Donc tous ces examens qui en fait s'inspirent de la médecine humaine. L'OCT que vous utilisez, il est développé pour les animaux ou c'est un OCT qu'on utilise en médecine humaine ? C'est un OCT pour les zones en développement humain. C'est vraiment pour les pays en voie de développement. On n'a pas le budget pour acheter une Heidelberg de dernière génération. Donc moi, effectivement, j'utilise un Primus de chez Zeiss, qui est un excellent OCT, qui fait le travail, effectivement. Donc pour notre pratique, c'est vraiment intéressant. Mais on pourra y revenir, effectivement, ça c'est tout à fait faisable. Donc comme on disait tout à l'heure, on évalue aussi la vision avec différents moyens. Et dans certains cas, ça tous les vétérinaires ne le font pas. On peut réaliser donc des gonioscopies pour l'évaluation de l'angle iridocornéen, la pachymétrie, donc vraiment qui se démocratise de plus en plus, et la rétinoscopie, comme je disais avant, pour l'évaluation des troubles réfractifs. On utilise énormément d'examens d'imagerie qui vont nous donner des indications sur dès qu'on a des troubles de la transparence des milieux intraoculaires. Donc dès qu'un IFEMA, des troubles cornéens de surface vont se manifester, on recourt très rapidement à l'échographie à haute fréquence. Donc haute fréquence ou très haute fréquence avec l'UBM. On peut utiliser aussi l'angiographie de manière un peu plus confidentielle. La mébométrie, qui commence à émerger dans notre pratique pour l'évaluation des troubles lacrymaux. Donc je me suis équipé très récemment d'un dispositif de caméra infrarouge. Et tous les examens d'imagerie comme l'IRM, le scanner, qui sont en général présents à proximité des patients ou pas très loin. Petite aparté sur l'OCT, donc sur la tomographie en cohérence optique, ce sont des appareils, je pense qu'on est à peu près une dizaine à en disposer en France, qui sont extrêmement précieux pour l'évaluation de la rétine et aussi dans le diagnostic précoce des affections rétiniennes. C'est vraiment quelque chose qui se démocratise depuis 10 ans et je suis vraiment en faveur de la réalisation d'examens précoces. Alors on n'est pas encore sur la rétinopathie diabétique, mais on a tendance à l'utiliser essentiellement sur les diagnostics précoces d'atrophie précoce de la rétine, ou on le sait, sur des maladies dégénératives de la rétine, comme le syndrome de la rétine silencieuse, qui est une maladie très spécifique à l'animal, qui consiste à une extinction, on va dire, quasi instantanée, du jour au lendemain, en fait, de tous les photorécepteurs. On a des races qui sont prédisposées, on sait que des chiens de certains formats, entre 6 et 10 ans, plutôt les femelles sont plus atteintes. On pense actuellement que ce sont des pathologies à prédisposition dysimmunitaire et l'OCT est vraiment très intéressante dans son diagnostic. Malheureusement, on n'a pas encore de positionnement au niveau thérapeutique et on ne sait toujours pas l'étiologie exacte de la pathologie. Est-ce que les animaux souffrent de pathologies dégénératives rétiniennes ? Au niveau des pathologies, en fait, qu'on va rencontrer chez nos espèces, elles sont extrêmement variables, avec des points communs avec l'œil humain. À cela de différence, c'est qu'on a peu de troubles inflammatoires rétiniens. On aura plutôt des troubles en fait qui sont plutôt dégénératifs au niveau de la rétine, avec des décollements rétiniens qui ont une forte tendance à être plutôt rarement régmatogènes par rapport à chez l'homme. Donc les déchirures rétiniennes, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas tellement. On va voir aussi par contre des pathologies rétiniennes liées à des phénomènes généraux comme l'hypertension artérielle systémique qui peut engendrer des décollements rétiniens, surtout chez le chat. Mais effectivement, sur les rétinopathies dégénératives, on aura essentiellement fait des phénomènes de dégénérescence, malheureusement avec des diagnostics qui sont souvent tardifs et des options thérapeutiques qui sont très limitées. Donc c'est une vraie problématique et c'est effectivement des enjeux dans les soins des animaux. Il y a aussi des rétinopathies qui vont être héréditaires. On a des dysplasies rétiniennes, on a donc l'atrophie rétinienne également progressive, qui sont vraiment des constances et dont certains modèles animaux vont être directement inspirés ou liés aux pathologies que vont présenter certains humains. Donc on a par exemple en tête l'amorose congénitale de Leber, qui s'apparente chez le briard à une maladie
qu'on appelle le CSNB, qui est la morose vraiment congénitale en fait dans cette espèce. Et il y a eu un développement, je pense que vous avez sans doute entendu parler des vecteurs viraux, qui a été permis donc par l'intermédiaire du traitement des animaux dans un premier temps, qui a permis de traiter cette affection chez l'homme. Donc quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce contexte de santé humaine et vétérinaire qui peuvent se rejoindre et unir leurs efforts pour achever des projets vraiment intéressants. Merci beaucoup Bertrand. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler des autres pathologies, à part les pathologies rétiniennes, et quelles sont les pathologies les plus fréquentes que vous rencontrez ? Alors Camille, les pathologies rétiniennes sont loin d'être les plus fréquentes dans notre pratique au quotidien. L'essentiel des pathologies constatées et examinées par les vétérinaires ophtalmologues sont des affections d'origine traumatique. Plusieurs raisons à ça. Les animaux, nos compagnons domestiques, vont être à un niveau assez près du sol, donc exposés à des traumatismes par des végétaux, débris, des choses comme ça, voire des agressions entre les espèces. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On voit régulièrement des chats qui vont se griffer en fait avec des lacérations cornéennes. On peut aussi retrouver des brûlures chimiques, éventuellement au niveau des yeux, ainsi que des malpositions ciliaires qui peuvent générer des irritations cornéennes, ainsi que des troubles de paupières. Donc, comme chez l'homme, on va retrouver des entropions, des phénomènes de distichiasis, de sylectopique, voire de chalazion, qui vont entraîner des irritations cornéennes. Fréquemment, on aura donc des pathologies aussi infectieuses, des conjonctivites, des bléphaриtes, voire des ulcères surinfectés. La raison principale à cela, on a des surinfections bactériennes fréquentes car les animaux n'ont pas appris à se laver les mains et ont tendance à se gratter, à se frotter l'œil de manière assez compulsive. Et bien souvent, un traumatisme initial peut se compliquer d'une surinfection. Et chez nous, en vétérinaire, c'est notre principal ennemi, puisque ça va conditionner des ulcères à collagénase qui vont avoir des tendances à évoluer vers des perforations cornéennes en très peu de temps. On aura aussi des affections virales, fongiques, plus rarement, et parasitaires dans certains cas, comme la leishmaniose, qui est un parasite qui est transmis par un insecte piqueur. De nombreuses pathologies héréditaires sont également observées chez les carnivores domestiques essentiellement, comme la cataracte, la rémanence de tissus embryonnaires, comme la persistance de la membrane pupillaire, des luxations cristallins, persistance de vitrés primitifs et autres atrophies rétiniennes, ainsi que des affections d'origine congénitale, comme les agénésies, des colobomes qui peuvent atteindre l'iris, qui peuvent atteindre la rétine, et la présence de dermoïdes, donc assez fréquents dans certaines races. Globalement, il y a à peu près une soixantaine de vétérinaires experts en France qui ont été formés et qui ont validé un examen, qui sont accrédités, autorisés à réaliser des dépistages de maladies héréditaires dans certaines races, pas dans toutes les races. Le but du jeu étant de diminuer la prévalence de ces pathologies dans les races et éviter en fait leur reproduction, limiter la reproduction de ces troubles et éviter à des propriétaires qui vont adopter des animaux d'avoir des mauvaises surprises avec des animaux qui peuvent avoir un risque de cécité ou d'avoir des pathologies lourdes qui vont nécessiter des soins à vie. Chez l'animal, on a aussi beaucoup de troubles dysimmunitaires qui vont être surtout centrés sur la cornée. On retrouve particulièrement la kératoconjonctivite sèche ainsi que les kératites superficielles chroniques, spécifiques relativement aux chiens. Chez le chat, des troubles du jeune âge, comme les atteintes par des virus comme l'herpès félin, vont pouvoir se manifester à l'âge adulte par la formation de complexes hymen qui vont entraîner la formation de kératites chroniques. Et chez le cheval, on aura des points de départ avec des pathologies comme la leptospirose, maladie qui est transmise par des urines de rongeurs essentiellement, qui peut conduire à des uvéites récidivantes et chroniques, qui sont extrêmement difficiles à gérer et qui peuvent engendrer des pertes de vision définitives et extrêmement gênants pour un animal qui va peser près de 600 kg et dont la vision peut être abolie. C'est très délicat à gérer. Et une autre pathologie qui, moi, me tient à cœur, qui tient à cœur à beaucoup de vétérinaires, c'est le glaucome. Comme chez l'humain, on a des glaucomes. La plupart de ces glaucomes, ils vont être secondaires chez nous, puisqu'en fait, ils vont faire suite à des phénomènes inflammatoires qui vont entraîner, on va dire, une obturation de l'angle irido-cornéen par des dépôts de fibrine, de processus inflammatoires, qui vont mener en fait à une augmentation de la pression intraoculaire. Le vrai souci qu'on a, nous, en vétérinaire, c'est le seuil de détection de ces pathologies. Souvent, comme on a dit tout à l'heure avec Camille, les pathologies oculaires sont examinées par des vétérinaires généralistes qui n'ont pas toujours les moyens d'exploration, de mesure de la pression intraoculaire dont nous, on va disposer. Et donc, la détection précoce est souvent problématique. Il n'est pas rare de se voir adresser des cas de glaucome qui évoluent depuis
15 jours, 3 semaines, avec des formes très hypertensives, avec des pressions entre 60 et 80 mm de mercure dans les yeux. Donc avec des situations, on va dire au niveau de la vision, qui sont très péremptoires et dont les solutions sont extrêmement faibles. Il existe, dans moins de 30% des cas, des glaucomes qui sont dits primaires chez nous, donc des glaucomes qui sont liés à des malformations, souvent de l'angle irido-cornéen, des dysplasies du ligament pectiné, essentiellement, avec des races prédisposées, qui vont présenter vraiment ce problème de manière prépondérante, donc vraiment de manière plus importante. En plus du glaucome, on a des néoplasies, des tumeurs qui vont pouvoir atteindre les paupières, qui vont pouvoir atteindre l'iris, dont la gravité, c'est assez étonnant, va être fonction de l'espèce. Une tumeur, on va dire, des annexes, donc des paupières par exemple chez un chat, est de pronostic vraiment beaucoup plus mauvais que celle qui peut survenir chez le chien. On aura des influences de rayonnement ultraviolet, comme sur les mélanomes, ou éventuellement des carcinomes épidermoïdes qui peuvent survenir chez le chat et qui sont très agressifs et avec une évolution malheureusement souvent qui est très rapide. Enfin, dernier point, on a des maladies générales qui ont des répercussions oculaires. On a parlé tout à l'heure, quand on parlait de la rétine, de la rétinopathie hypertensive, donc chez le chat. Donc ces chats qui vont être hypertendus vont avoir des décollements rétiniens, le plus souvent non rhumatogènes et souvent résolutoires avec des traitements antihypertenseurs. C'est assez intéressant et on a les résultats de traitement qui sont plutôt bons. De la même manière, un diabète chez le chien va pouvoir entraîner des cataractes diabétiques de manière plus présente que la rétinopathie diabétique constatée classiquement chez l'homme. On a peu l'habitude de voir ces rétinopathies diabétiques chez le chien, peut-être parce que les animaux ne vivent pas assez souvent, pas assez longtemps pour qu'ils expriment ces troubles-là. Et la cataracte, elle est présente en général dans près de 80% des cas de diabète, qui soient équilibrés ou non chez l'animal. On aura ces formes de diabète assez caractéristiques, avec des cataractes très évolutives, très rapides, avec une forte inflammation. Donc voilà ce qu'on peut dire sur un tour d'horizon des principales pathologies. Au niveau des traitements, on a des gammes de traitements, chez nous, en gamme vétérinaire, qui sont assez restreintes, mais qui permettent néanmoins de traiter, puisqu'on doit respecter la cascade des médicaments vétérinaires. C'est-à-dire que vous avez une possibilité en fait d'utiliser les gammes vétérinaires en première intention, mais si la présentation, la molécule n'est pas disponible, on peut avoir recours à des produits de gamme humaine. Donc l'essentiel de nos gammes, nous on a des antibiotiques, des lacrymomimétiques et certains immunomodulateurs comme la cyclosporine. Sinon on va utiliser des colliers humains, des injections sous-conjonctivales. C'est une procédure en fait qui est peu répandue en médecine humaine, mais qui en gamme vétérinaire est très utilisée, souvent parce qu'on a des animaux qui sont peu enclins en fait à se laisser appliquer des gouttes, et ça peut être une solution de recours. On utilise de plus en plus des réservoirs, en fait, le système d'implants qui vont être implantés en sous-conjonctival, donc comme des implants de cyclosporine, de dorzolamide, avec des antiviraux, voire des corticoïdes. C'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Le cross-linking, c'est aussi une des pistes de traitement qui est utilisée de plus en plus en thérapeutique ophtalmologique vétérinaire. Et enfin, on a eu un avènement très récent d'un laboratoire qui nous propose désormais l'utilisation de cellules souches, donc d'origine équine. Il y a peu d'études pour l'instant, mais c'est assez prometteur pour tout ce qui est trouble, on va dire, de la transparence cornéenne, puisque nous, on a vraiment un vrai problème de pigmentation cornéenne consécutif à l'évolution de pathologies inflammatoires. Enfin, nous, le choix du traitement, il dépend très souvent en fait de l'observance par le propriétaire et par l'observance auprès de l'animal. Nos facteurs limitants, c'est que certains animaux vont refuser le traitement et l'activité professionnelle des propriétaires peut être un frein réel à l'observance des traitements, puisqu'autant en humaine, quand vous demandez à quelqu'un de s'appliquer un collier plusieurs fois par jour, il va pouvoir le faire lui-même. Pour l'animal, malheureusement, quand on est au travail, il va pas se mettre les gouttes tout seul. Nous retrouverons très prochainement le docteur Bertrand Michaud dans une deuxième partie, toujours consacrée à l'ophtalmologie vétérinaire. Nous aborderons entre autres les différentes techniques chirurgicales qu'il pratique, discuterons des complications post-opératoires et il nous parlera de l'avenir de l'ophtalmologie vétérinaire. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.